Je vais commencer par la situation dans mon pays natal, le Cameroun. Mon attention a été attirée par deux phénomènes qui ont eu lieu ces derniers temps au Cameroun. À savoir, d'une part, une convocation à la police qui a été adressée, une convocation administrative qui a été adressée au citoyen camerounais, le doyen Albert Nzongan, qui était un conseiller du président du MRC, le professeur Maurice Kamto. Albert Nzongan a été, ces derniers temps, donc convoqué par l'autorité préfectorale de sa région d'habitation. Et à cette occasion, il nous a fait un compte rendu de ce qu'on lui a dit lors de cette convocation. Il est intéressant de se rendre compte que il a été convoqué pour s'être plaint, Albert Nzongan, il a été convoqué pour s'être plaint du fait que le ministre de l'Intérieur, on appelle là-bas au Cameroun, ministre de l'administration territoriale, le ministre de l'administration territoriale est un certain Atangandji, connu pour son mépris grossier des lois et des principes républicains. Atangandji a ouvertement annoncé que le régime de Paul Biya s'apprêtait à déclarer non éligible pour l'élection présidentielle de 2025 le candidat du MRC, le professeur Maurice Kamto, qui, comme vous le savez, lui a l'intention de se présenter à cette élection pour tenter de gagner pour la deuxième fois consécutive, tenter de gagner la fonction électorale élective de président de la République. Alors, quand le ministre camerounais de l'administration territoriale, Atangandji, connu pour son mépris des lois et son zèle excessif pour la dictature qui est sa mangeoire, quand il est sorti pour dire que Maurice Kamto n'était pas éligible, que Maurice Kamto ne remplissait pas les conditions pour être élu et que sa candidature, en fait, normalement, serait recalée, le conseiller du président Maurice Kamto, Albert Nzongan, est sorti pour rappeler au ministre de l'administration territoriale que ce n'était pas son rôle de déclarer inéligible des candidats, qu'il y avait au moins un semblant de commission électorale appelée ELECAM, et un semblant de justice, avec une hiérarchie des cours, depuis les cours de premières instances jusqu'aux cours de cassation ou aux cours constitutionnels. Pour avoir rappelé cela et relayé l'avertissement que son parti donne au régime de M. Biya, comme quoi si le candidat du MRC venait à ne pas être reconnu éligible, alors à ce moment-là, le peuple soutenant ce candidat se mobiliserait pour mettre fin à l'imposture. Pour avoir dit cela, Albert Nzongan, conseiller du président du MRC, a été donc convoqué et clairement menacé de coups et blessures, d'emprisonnement, menacé de toutes sortes d'humiliation et de privation, au motif que ses propos étaient comme une incitation à la révolte. Et le doyen Albert Nzongan, au sortir de cette audition, au sortir de cette convocation, a rendu compte de la volonté de museler toute opposition, de voler par définition l'élection, avant même que le semblant d'élection d'octobre ait eu lieu. Le doyen Nzongan témoigne du fait que le RDPC a décidé de tricher, Biya a décidé de tricher. Biya, qu'il connaît très bien et d'ailleurs qu'il a présenté comme un démon dans une émission précédente, est déterminé à ce que le résultat de l'élection présidentielle de 2025 soit une fois de plus écrit d'avance. Et voilà pourquoi la solution chez Biya, c'est d'exclure. Voilà l'élément fondamental du propos d'Albert Nzongan, conseiller du président du MRC. Alors, ma réaction sur cela, c'est que personne n'est surpris de ce que le doyen Albert Nzongan a vécu. En tout cas, cet épisode doit pouvoir montrer au peuple camerounais qu'il n'y a aucun espoir dans l'organisation électorale contrôlée par Paul Biya. Elle est faite pour tricher, elle a triché et elle va tricher. Donc, cette menace, ce harcèlement, cette persécution contre des personnalités de l'opposition vient rappeler qu'en réalité, le résultat de l'élection est déjà plié, que Biya a déjà rédigé son score, ou que le régime RDPC a priori rédigé le score de son candidat.
dossier classé. Mais comme si cela ne suffisait pas, il y a quelques heures, j'ai pu tomber sur eh bien, un autre épisode, cette fois-ci. Le député Cabral Libby, membre du PCRN, une autre formation de l'opposition, pourtant réputé proche du pouvoir, qui va, dans son fief, en Pays Bassa, rencontrer la population de sa circonscription. Et qui invite cette population à une réunion dans un lieu fermé, en fait, dans une résidence. Et voilà qu'un commissaire de police, dépêché par l'autorité administrative, donc la préfectorale, débarque dans la résidence avec des hommes en armes, avec armes au poing, pour interdire au député Cabral Libby de tenir sa réunion. Une réunion associative, qui plus est, une réunion entre un élu de l'Assemblée nationale du Cameroun et la population de sa circonscription. La vidéo fait le tour maintenant des réseaux sociaux où on voit un commissaire de police, manifestement un commissaire divisionnaire, venir empêcher, sans motif valable, le député Cabral Libby de s'adresser à la population qui l'entoure. On entend d'ailleurs autour des personnes qui parlent notamment en langue bassa, une langue que je connais très bien puisque c'est ma langue maternelle, et qui disent à l'officier de police, quelle honte que ce soit toi qu'on a envoyé pour interdire ton frère de s'exprimer, pour interdire notre député de parler. Tu devrais avoir honte. Que toi, un fils de la ville de Badiop, un fils de la localité de Badiop, en Pays Bassa, tu sois envoyé par le régime de Biya pour empêcher un autre fils du Pays Bassa, Cabral Libby, de s'exprimer en Pays Bassa chez lui. Alors, j'attire votre attention aussi sur le fait qu'une autre vidéo de la même nature est à rappeler dans ce propos, c'est il y a 2 ou 3 semaines, en visite dans le nord du Cameroun, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, qui va dans une visite pour rencontrer les partisans de Paul Biya, du RDPC, et qui se fait rabrouer par ses partisans, estimant qu'il y a du mépris, que la hiérarchie du RDPC, donc le président Biya et tous ceux qui l'accompagnent, ne respectent même pas les militants de leur parti, qu'ils ont l'habitude de brimer, de tuer, de blesser. Je mets cela en parallèle avec une autre vidéo d'un préfet ou d'un sous-préfet qui lui aussi va à la rencontre de populations après avoir imposé un chef traditionnel, d'une manière plutôt peu cavalière, et qui se fait rabrouer par les populations estimant qu'il ne respecte pas les normes en matière de succession dans les chefferies traditionnelles. On voit ce préfet pratiquement aux mains, ou ce sous-préfet pratiquement aux mains avec la population, mais dans une situation très asymétrique. Dans toutes les situations que je rapporte, la situation d'Albert Nzonga, la situation de Cabral Libby, la situation du sous-préfet dans le Nord, on voit très clairement que il y a de plus en plus de regroupements de Camerounais très en colère contre le régime et l'administration de Paul Biya. Et ces Camerounaises et ces Camerounais appartiennent tantôt même aux partis au pouvoir, tantôt à des partis d'opposition. Alors, qu'est-ce que j'en tire? Pourquoi je cite tous ces faits-là qui montrent qu'il y a une température qui grimpe dans le pays? Je cite tous ces faits parce que ces faits viennent, de mon point de vue, corroborer la thèse que je soutiens. À savoir que la voie électorale ne va pas permettre d'obtenir une victoire du peuple camerounais, la récupération de la souveraineté du peuple camerounais en l'état actuel. Pourquoi? Parce que cette voie électorale est bloquée, elle est contrôlée, elle est paralysée, elle est noyautée par l'appareil du régime RDPC, par la soldatesque, et cette voie est noyautée par le régime de M. Biya. On voit très bien que M. Biya a d'ores et déjà, en réalité, proclamé les résultats de ce que j'ai appelé son élection pourrie, sa pourrilection de 2025 du mois d'octobre. Le comportement qu'il a envers le doyen Albert Nzonga, conseiller du président du MRC, le comportement que Biya a envers le député Cabral Libby, qui pourtant est d'un parti réputé proche de lui, le comportement que les proches de Paul Biya ont envers les militants du RDPC, confère la Seine du Nord, le comportement que les agents de la préfectorale ont envers les populations,
indique un régime qui est prêt à en découdre avec le peuple camerounais par la voie de la brutalité, la voie du mensonge, la voie de la tricherie et de la corruption. Mais cela indique aussi un régime qui est aux abois, car la seule chose que le régime craint, c'est que les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, se mobilisent comme un seul homme pour dire, maintenant nous ne voulons plus de M. Paul Biya à la tête de la République, nous ne voulons plus du régime de Paul Biya, nous voulons une transition politique pendant laquelle nous allons mettre de l'ordre dans nos institutions, réorganiser les conditions de la compétition électorale. Quel que soit le chemin par lequel les Camerounais sont en train de passer, ils se rendent compte qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une mobilisation populaire totale. On ne pourra pas faire l'économie d'un acte de sursaut de transcendance qui consistera pour les Camerounaises et les Camerounais à sortir de leurs enclos tribaux, de leurs enclos régionaux, de leurs enclos partisans, sortir de leurs enclos religieux, sortir des petits calculs carriéristes personnels pour se dire, maintenant il est temps de reprendre d'abord le pays en tant que peuple et de nous entendre pour l'arranger afin d'organiser une compétition politique équitable entre les filles et les fils de ce pays, de telle façon qu'ils puissent enfin se développer harmonieusement et qu'ils soient un modèle en Afrique. Je vois dans toutes les scènes que je viens de vous rapporter, la scène dans le Nord, la scène du secrétaire général de la présidence en proie à des militants du RDPC, la scène du préfet dans la région du Mungo, si je ne m'abuse, en proie aux populations, la scène d'Alben Zongan convoqué par un préfet et des commissaires de police qui ne maîtrisent même pas le droit camerounais, la scène de Cabral Libi confronté à un commissaire de police qui vient l'intimider, mais en réalité pour envoyer un message plus large à toute l'opposition camerounaise, selon laquelle seules les réunions voulues directement par Paul Biya en personne, ou autorisées par lui en tant qu'individu, seules ces réunions sont acceptables sur le territoire camerounais. Ce message-là, il est en train d'avoir comme répercussion, je pense, la prise de conscience en chaque Camerounais et en chaque Camerounais qu'il va falloir collectivement prendre nos responsabilités contre ce régime. Ce que je voulais dire, c'est que au fur et à mesure que les jours passent, tout le monde voit que la voie électorale ne marchera pas. Tout le monde voit que le plan A ne marchera pas. Et jusque dans RFI, presse officielle française, on publie maintenant que M. Biya s'apprête à exclure de l'élection, Paul Biya s'apprête à exclure de l'élection tous les candidats qui pourraient lui faire ombrage. C'est écrit dans la presse officielle française. C'est écrit dans RFI. Alors si RFI en vient à relayer l'idée que Paul Biya a décidé de gagner, pour ainsi dire, l'élection sur tapis vert, mais ça veut dire que la voie électorale est bouchée. Ils savent que la voie électorale est bouchée. C'est pour ça qu'ils l'écrivent. Alors si la voie électorale est bouchée, l'erreur que nous commettrions collectivement, c'est d'attendre octobre pour nous mobiliser. Parce que le régime, lui, veut gagner du temps. En entretenant l'illusion que l'arbitrage du conflit politique peut avoir lieu par l'élection, le régime gagne du temps. Et quand le moment va arriver, il va se braquer, exclure, comme il a prévu, toute personne qui pourrait contester les résultats, organiser une mascarade, et il sera trop tard pour se mobiliser. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, eh bien, les intérêts personnels des partis, des personnalités politiques vont primer sur l'intérêt général. Donc j'appelle encore, et cela sans polémique, sans dire que ceux qui choisissent d'essayer de forcer la voie électorale, eh bien, seraient, je ne sais pas, des incapables. Je n'ai pas dit cela. J'appelle tout le monde à bien constater que l'étau se resserre sur le plan A. Le tunnel se ferme sur le plan A. Ce qui se prépare au Cameroun, là, ce n'est pas une élection. Ce n'est même pas une parodie d'élection. C'est ce que j'ai appelé une pour-élection. En fait, il n'y aura pas élection, puisque Biya veut que le résultat qu'il a déjà rédigé soit simplement proclamé. Là, il ne veut même pas qu'il y ait quelqu'un qui conteste, parce que pour contester, il faut que tu sois candidat. Il a décidé, un peu comme Ouattara en Côte d'Ivoire, de faire la liste des candidats qui pourraient contester sa soi-disant victoire, lui, Biya. Il les élimine d'abord. Et il ne prend que ceux qui accepteront qu'ils ont perdu. Terminé. C'est comme ça que Ouattara enlève Guillaume Soro. Et il enlève, bien sûr, Laurent Gbagbo des listes électorales.
Et c'est comme ça que Ouattara ne veut pas que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo soient éligibles. Parce que la masse qu'ils représentent, eh bien, la masse qu'ils représentent est de nature à faire basculer le rapport de force politique dans le pays. Donc, pour Ouattara, il faut, par anticipation, les éliminer et engager la lutte contre eux, par anticipation, afin qu'elle n'ait pas lieu en octobre 2025. Mais c'est exactement le même choix. C'est le même choix qu'effectue Biya au Cameroun. Désormais, il a décidé d'exclure en amont, d'exclure les opposants réputés récalcitrants à l'ordre dominant. Il veut les exclure en amont. Il dit, déjà, toi, tu n'es pas candidat. Et c'est pour ça que Paul Biya a changé la loi électorale. En mettant, par exemple, la condition des 300 parrainages, la condition d'avoir un député à l'Assemblée nationale. Il a bien regardé la situation de l'opposition, notamment la situation du candidat Maurice Kamto, et il a fait une loi ayant pour but de lui rendre difficile, voire impossible, la candidature. Alors, si nous avons conscience que l'exclusion est inscrite au principe même de cette année électorale au Cameroun, comme par exemple en Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une mobilisation dès maintenant. C'est ce que je voulais montrer. On ne peut pas se permettre de décaler. Il faut engager d'ores et déjà les travaux de mobilisation du peuple camerounais partout où nous sommes. Il nous faut expliquer aux gens que ce n'est pas une élection qui se prépare et qu'il nous faut nous préparer, il nous faut nous engager, il nous faut nous mobiliser pour reprendre d'abord notre souveraineté. Alors, je conclus sur la question camerounaise en disant, j'ai bel et bien vu ces dernières heures comment près d'une vingtaine, nous dit-on, de soldats camerounais ont été assassinés dans la base militaire de la force multinationale mixte où ils séjournaient au nord-est du Nigeria. Mais l'armée camerounaise doit se poser sérieusement une question. D'abord, pourquoi cette inefficacité persistante de sa lutte contre Boko Haram, de sa lutte contre les terroristes, qui ont été infiltrés, justement en Afrique, par les puissances impérialistes de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient? D'où vient l'inefficacité des armées camerounaises, nigérianes, par exemple, dans la lutte contre ces gens? Pourquoi ce conflit perdure-t-il? Alors que des pays comme le Cameroun et le Nigeria, en mutualisant leurs moyens, devraient être capables d'écraser normalement les groupes terroristes. J'ai l'impression qu'au sein de l'armée camerounaise, on n'a toujours pas compris qu'on ne peut pas combattre les terroristes en ayant une hiérarchie militaire qui est infiltrée par des agents de renseignement des grandes puissances impérialistes qui ont créé les deux organisations terroristes. C'est-à-dire que dans la hiérarchie de l'armée nigériane, il y a des officiers de l'OTAN. Dans la hiérarchie de l'armée camerounaise, il y a des officiers de l'OTAN. Mais le Cameroun ou le Nigeria, tout pays africain qui a dans la hiérarchie et dans ses conseillers techniques des officiers otaniens, ne peut pas efficacement combattre les terroristes. Pourquoi? Parce que les informations stratégiques de la lutte antiterroriste se retrouvent tout naturellement entre les mains des terroristes. Au lieu de continuer à se laisser saigner avec la complicité et la lâcheté de Biya, l'armée camerounaise devrait se poser la question combien de militaires camerounais doivent mourir pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas combattre les terroristes en ayant, en ayant des officiers de l'OTAN à l'intérieur de la hiérarchie militaire et sécuritaire du Cameroun. À l'intérieur de la garde présidentielle, à l'intérieur du BIR, à l'intérieur des unités de commandement, à l'intérieur du système de sécurité et de renseignement du Cameroun. N'y a-t-il pas d'officiers des puissances de l'OTAN qui par ailleurs sont les créatrices d'Al-Qaïda et l'État islamique? Mais les militaires camerounais doivent se poser cette question. D'où vient la facilité avec laquelle on identifie les points faibles des armées nigérianes et camerounaises et on les frappe? D'où vient cette facilité? Elle vient du fait que l'ennemi terroriste est renseigné en très haut lieu. Il a du renseignement satellitaire, il a du renseignement de très bonne qualité. Donc, j'évoque cet épisode de la perte d'une vingtaine de militaires camerounais comme également un message que l'histoire adresse à cette armée, qui a pris l'habitude d'agir dans l'intérêt de la dictature et très peu dans l'intérêt du peuple. La lutte antiterroriste de l'armée camerounaise est faite dans l'intérêt du peuple, c'est clair. Mais quand cette armée est utilisée pour écraser
le peuple camerounais au Cameroun anglophone, c'est pas dans l'intérêt du peuple. Quand elle est utilisée pour écraser l'opposition, sous couvert de combattre le banditisme, c'est pas dans l'intérêt du peuple. Quand elle est sortie, cette armée, pour empêcher l'opposition, les étudiants, les bensikineurs, etc. de manifester, c'est pas dans l'intérêt du peuple. Mais il faut que cette armée se rende compte qu'elle-même, elle est sacrifiée contre son intérêt et contre celui du peuple. Parce que la manière dont les militaires camerounais tombent comme des mouches dans cette lutte antiterroriste, elle s'explique par le laxisme de la doctrine géostratégique et géopolitique du Cameroun. Tant qu'on ne change pas de doctrine géostratégique et géopolitique du Cameroun, on ne pourra pas durablement faire reculer, eh bien, Boko Haram, l'État islamique, notamment dans les parties nord du pays. J'observe par ailleurs qu'alors que cette armée a été utilisée pour semer la terreur, eh bien, dans la partie du Cameroun dit anglophone, eh bien, cette même armée est en difficulté dans la partie nord pour assurer la paix et la sécurité de nos populations. Les Camerounais de l'extrême nord, du nord et de la Damawa en particulier, vivent dans une insécurité terrible, qui est même difficilement imaginable par les autres Camerounais qui ne vivent pas dans ces régions. Il est temps que tout le monde comprenne que nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour mettre fin au régime incompétent, au régime mensonger, au régime corrompu et criminel de Paul Biya. C'est ce que j'appelle le plan B. La grande mobilisation qui va voir des Camerounais par millions dans les rues de Maroua, de Garoua, de Ngaoundéré, de Bamenda, de Bouéa, de Yaoundé, de Douala, de Bolova, de Bafoussam, de Bertoua. Les Camerounais mobilisés dans toutes les villes secondaires pour dire, eh bien, stop, fin du régime de Paul Biya, ouverture d'une transition pour une nouvelle république. Il faut que les Camerounais se rendent compte que nous ne pouvons nous en sortir collectivement que comme cela. Et c'est la seule solution qui empêcherait l'armée de sévir contre le peuple. Parce que si l'armée est débordée par la mobilisation citoyenne populaire, elle n'osera pas utiliser la force. Elle s'alignera du côté du peuple. Il faut une mobilisation qui soit telle que les militaires camerounais disent à leur hiérarchie, avec le nombre de Camerounais qui sont sortis, nous ne pouvons pas nous permettre de tirer une cartouche. Monsieur Biya, partez. Monsieur Ngongo, partez. Madame Chantal Biya, partez. Parce que les Camerounais qui sont sortis là, nous, l'armée camerounaise, on ne peut plus leur tirer dessus. Il faut mettre l'armée camerounaise dans une situation où elle ne se permette plus jamais de sévir contre le peuple camerounais. Mais la seule chose qui puisse décourager une armée dictatoriale de le faire, c'est la mobilisation citoyenne massive. Plus il y aura des centaines de milliers, voire des millions de Camerounais dans les rues, eh bien, plus courte sera la tentative de répression de cette armée, et c'est ainsi que nous nous libérerons. Tous les autres grands peuples du continent et du monde se sont libérés quand il y a eu ce sursaut. Mais pour le Cameroun, il faut déjà que l'on ne sorte pas en disant on sort pour quelqu'un. Nous sortons pour nous tous. Il ne faut pas que les Camerounais soient assis là. Ah, il faut sortir pour Niamsi. Ce n'est pas pour Niamsi que vous sortez. Ce n'est pas pour Niamsi que nous sortons. C'est pour le Cameroun, le peuple camerounais, sans exclusive. Les Camerounais n'ont pas à sortir en disant je sors pour Kamto, je sors pour, je ne sais pas, je sors pour le professeur Bayebek, je sors pour Joshua aussi. Non. On sort pour dire que tout doit être remis à plat, qu'on doit mettre en place un système politique qui permette au pays de fonctionner, eh bien, maximalement pour toutes ses filles et tous ses fils. Donc, c'est pour une transition que nous pouvons mobiliser. Parce que la transition sera l'occasion d'organiser le pays pour résoudre le problème anglophone, résoudre le problème de la transparence électorale, résoudre le problème constitutionnel, résoudre le problème des contre-pouvoirs, des mécanismes de contre-pouvoir et bâtir une république camerounaise exemplaire. On ne peut pas s'en sortir en faisant confiance à Paul Biya et Eleka. Quelle que soit la manière de regarder ce problème, voilà la situation. Et c'est de cela que je voulais parler. Et vous voyez, la musique que je vous ai fait écouter, eh bien, elle pose exactement ce problème. C'est ce que dit, eh bien, le prince, eh bien, le prince camerounais qui chantait tout à l'heure dans le texte que je vous ai fait entendre. Je vous le mets encore. C'est exactement le problème qu'il pose. Écoutons-le. Écoutons-le. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner
qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.